Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Saxe. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Nous sommes de retour sur Fréquence 8, donc cette semaine avec deux auteurs en herbe, Daniel et Jean-Claude, pour nous parler d'un livre qu'ils ont écrit à quatre mains, qui s'appelle « Courriers oubliés ». Bonjour Daniel et Jean-Claude. Bonjour. La première, donc hier vous nous avez présenté un petit peu la naissance et la genèse de ce livre. Alors, comme je vous le disais, moi ce qui m'a beaucoup interpellée, c'est son côté un petit peu étude de société qu'on a un petit peu oublié. Et dans votre livre, donc, qui est essentiellement composé de courriers que vous vous êtes envoyés quand vous vous êtes rencontrés, mais que vous avez aussi enrichi de vos enfances respectives, avec des photos, et notamment là une page de cahier donc, de Daniel, qui m'a laissé sans voix. Donc c'est une page de cahier, vous avez 7 ans. Et donc sur cette page de cahier, donc, il y a de l'écriture, il y a de l'histoire de France, il y a du calcul. Et l'histoire de France, je le lis parce que je laisserai les auditeurs juges. Donc ça fait 3 lignes. Donc ce jour-là, le titre ou le thème de votre leçon, c'était « La Convention est remplacée par le Directoire qui dure 4 ans, 1795-1799. Ce fut encore une vilaine époque d'irreligion, de débauche et de misère pour le peuple. » À 7 ans. Oui. Alors là... Et tous les jours, on avait une pensée à mettre sur votre cahier. À mettre, mais qui était dirigée vers la religion quand même. Une morale, quoi. Vous avez un extrait, là, je pense. Oui, une pensée. De Dieu, Ouvrons toute grande à Jésus la porte de notre cœur. Voilà. Et tous les jours... Tous les jours, ça changeait, et puis c'était toujours le même thème, quoi, en fait. Donc vous étiez dans une école, donc à 7 ans quand même, c'est du conditionnement, là. Hein. Tout à fait, oui. C'est le Juvénat, c'est ça, ou c'est après le Juvénat? L'école privée. Là, c'était juste l'école privée. L'école primaire, privée. Heureusement, maintenant, les écoles privées primaires n'ont plus ce genre d'enseignement. Je l'espère. Mais si vous voulez, comme c'est écrit sur ces cahiers d'époque, moi j'ai été tellement estomaqué de lire ça, parce qu'il se trouve que je suis enseignant, donc j'ai constaté comment ce qu'elle subissait ou ce dont elle profitait, parce que les écrits sont curieux, mais la façon d'écrire est aussi très curieuse, puisque c'est très belle écriture, très. Donc il n'y avait pas que des inconvénients d'aller dans cette école privée. C'était à la plume, c'était à l'encre. Oui, tenue par des bonnes sœurs, bien entendu, uniquement. Et ce qui va avoir des conséquences très, très importantes pour la suite dans notre relation. Parce que, comment voulez-vous si à 7 ans déjà on vous met dans ces petites têtes on dit les petits enfants comme ça, les conditionner déjà à 7 ans, j'imagine dès 6 ans ou même avant, comment voulez-vous qu'après elles ne vous tiennent pas des discours oui, on a une photo où on voit la statue de la Sainte Vierge dans notre classe. D'accord. Et puis là, fallait filer droit, quoi. Hein. Là, faut filer droit. Hein. Faut ouvrir tout grand la porte du cœur à Jésus, quoi. Oui. Je ne sais pas si il fallait filer droit, parce que moi, j'ai rencontré plus tard, quand j'ai rencontré ma petite Danielle, je croyais avoir affaire à une jeune fille, qui avait un vécu scolaire, je dirais normal, pour moi qui était toujours à l'école publique, mais elle a été très marquée par toutes ses études, et là vous venez de lire un petit début de ses études à l'école primaire quand elle avait 7 ans, mais il se trouve qu'elle va continuer quand elle arrivera en 6e, elle va se retrouver dans un Juvénat à Riez, à côté de Fougères, c'est-à-dire un internat qui forme les futures bonnes sœurs, et elle va y rester 2 ans
à vivre une vie tout à fait étonnante pour nous maintenant à notre époque, quoi. Alors comment vous vous êtes retrouvé au départ, vous êtes dans ce Juvénat, donc Oui, donc... vous aviez déjà prévu de devenir religieuse? Absolument pas. Non, non. C'est une coïncidence aussi, voilà. Moi j'avais un frère, mon frère faisait des études, et moi en tant que fille, mon père ne voulait pas que je fasse études. Les filles, elles doivent faire le ménage, la vaisselle, tout ça. Enfin, femme au foyer, quoi. Voilà. Et mon père a quitté l'école à 10 ans. Hein, alors que ma mère, elle avait son brevet élémentaire, etc. Enfin, son certificat d'études. Brevet élémentaire. Brevet élémentaire. Oui, oui, oui. Et donc, et moi, je voulais faire des études. Mais étant donné que mon père ne voulait pas, il s'est trouvé qu'à un moment, mais après la rentrée scolaire, il se décide. Donc, moi, j'étais évidemment contente. Mais le seul établissement qui pouvait m'accepter après la rentrée scolaire, c'était justement à Riley. C'est cet établissement qui formait les bonnes sœurs. D'où votre arrivée d'abord. Voilà, mais sans le vouloir évidemment. C'est vraiment je crois pouvoir modifier un petit peu ce qu'elle vient de dire, oui. Parce qu'en fait la bonne sœur qui dirigeait l'école privée où elle était dans son village était, et sa mère qui était très dévote, c'était sans doute arrangé toutes les deux pour qu'elles puissent aller dans cette école privée, cet internat dans lequel on formait des futures bonnes sœurs. Voilà. L'école se situe en face de notre maison. Donc il y avait un côté pratique aussi. Mais ils acceptaient quand même des enfants qui n'avaient pas forcément vocation à devenir religieuses finalement. Ils ne s'inquiétaient pas de savoir si les enfants voulaient ou pas. D'accord. Non. Vos parents avaient cette ambition pour vous, peut-être? Ma mère, tout au moins, oui, ma mère n'était pas contre parce qu'elle était très dévote, en fait. D'accord. Et je pense qu'elle était aussi... la directrice de l'école, en face, avait fait un peu influencé, quoi. Voilà, elle influençait d'autres familles de chez moi, là, de ma commune, pour aller là-bas dans cette école. D'accord. C'est vrai qu'on est dans quoi, si vous voulez. On est dans les années 50 et c'est vrai que la place de la religion est quand même assez prégnante, quoi, encore dans la société. Et peut-être encore plus dans les villages. Oui, surtout chez moi, on aurait montré du doigt quelqu'un qui n'allait pas à la messe, par exemple. Oui. Ouais, tout le monde regardait un petit peu quand on était à la messe, qui n'était pas là. Oui. Ah oui. Tout à fait. Et il y avait très peu de gens qui n'allaient pas à la messe, d'ailleurs. Oui. Donc vous êtes retrouvés, donc ça s'appelle le Juvénat. Oui. Alors, il y a quelques exemples. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment se passait une journée? C'était quand même très, très organisé autour des différentes messes. Vous étiez tenus d'aller... On allait tous les jours à la messe, effectivement. Les études étaient assez, disons, sérieuses. Alors, en fait, on avait 12-13 ans, on n'avait pas le droit de parler. Même quand on allait faire une promenade, même dans la cour de récréation, on ne devait pas parler parce que, je sais pas, ils avaient sans doute peur qu'on dise des choses pour se sortir de là, enfin, je sais pas. Déjà, vous apprenez le silence, quoi. Le silence, tout à fait. Et le samedi, tous les samedis, on devait avouer nos manquements au règlement, en fait. Devant tout le monde, c'était une confession publique et collective, quoi. Et combien de fois on avait parlé, combien de fois ceci, cela. Et quand on avait l'occasion de parler exceptionnellement, je dirais, on se vouvoyait. Même entre collègues? Oui, bien sûr. Entre copines. À 12-13 ans, on se vouvoyait. Et si bien que moi, quand je rentrais en vacances chez mes parents, j'avais tendance à vouvoyer mes copines de la commune, quoi. Le conditionnement, toujours. Oui, tout à fait, oui. Le courrier était surveillé, censuré, surveillé. Surveillé, bien sûr, oui. Donc il était ouvert. Celui que vous receviez, comme celui que vous écriviez d'ailleurs. Ah oui. Mais c'était toujours les mêmes phrases, en fait. J'espère que vous êtes en bonne santé. Enfin, j'écris à mes parents et à ma grand-mère. Et vous saviez que c'était surveillé? Ah oui. Oui. C'est pour ça que vous disiez toujours la même chose. Et alors, je mets dans mon courrier uniquement, à chaque fois,
comment je vais faire parvenir mon linge sale. J'avais un grand sac, c'était le numéro 63, je me rappellerai toujours, en tissu. Et on mettait son linge sale, on le faisait parvenir à nos parents, soit par le car, soit par quelqu'un qui vient nous voir, au parloir, enfin... Au parloir, Oui, on avait un parloir. C'est comme en prison, quoi, finalement. Oui, un parloir, exactement. Et alors, mes parents s'arrangeaient pour le faire revenir, soit par le car, je ne sais pas comment. C'était une de mes préoccupations, disons, mon linge sale. Votre linge sale. Préoccupation de la jeune fille que vous étiez, ça devait être toute une affaire, finalement. Oui. Et c'était pareil pour vos copines aussi? Ah oui, c'était pour... C'était pour tout le monde. Tous les élèves, oui, c'était comme ça, oui. C'est pas vos parents qui venaient chercher votre sac non, enfin, quand ils pouvaient, évidemment. Hein, mais... D'accord, ça laisse des traces, ça. Hein. Oui. Ce conditionnement. Hein. Et alors... si je peux intervenir, parce que moi j'ai quand même beaucoup discuté avec ma petite chérie de cette période de sa vie, il me semble qu'elle l'a pas mal vécu. Très bien. Elle a pratiquement oublié tout ce qui s'est passé, hormis les quelques petites choses qu'elle vient de vous raconter. Mais globalement, elle n'a pas mal vécu ce passage, parce qu'en fait, elle était très bonne élève, donc elle avait de bonnes notes et elle travaillait beaucoup. Elles avaient beaucoup de travail d'études à faire, et elle avait toujours des bonnes notes. C'est écrit dans tous ses courriers à ses parents. Et puis en plus, elle semblait, par exemple, elle vivait la religion comme quelque chose de très positif. Par exemple, elle disait, demain c'est la fête de notre mère supérieure ou de notre patronne. Nous irons à la grand-messe de 8h, ça va être la fête, vous voyez. Donc c'est quand même, la fête, c'était la religion. Quand les sœurs faisaient une pièce de théâtre pour raconter évidemment un épisode religieux, quand ils avaient un film qui racontait... un épisode de la Bible, en fait, voilà, tout tourne autour de la religion. C'était la religion et c'était, semble-t-il, devenu sa vie normale. Il n'y avait plus rien d'autre. Voilà, on était vraiment endoctrinés, je dirais, quoi. Oui, puis et ces fêtes, vous les viviez comme quelque chose de convivial, en fait. Oui, c'était l'occasion de faire la fête, point, quoi. Enfin, peut-être que l'aspect religieux passait en deuxième, pour la petite fille que vous étiez, peut-être que l'aspect religieux passait au second plan, et que vous, ce qui vous importait, c'était de vous retrouver entre copines, et c'était peut-être surtout ça. Oui, mais comme on n'avait pas le droit de parler... Ah oui, c'est vrai. Non. Ah, ça, j'avais oublié. Non, c'était simplement le contexte religieux qui faisait que, comme on faisait une grand-messe pour fêter la mère supérieure, et bien c'était ça la fête. C'est-à-dire, c'était quand même quelque chose qui maintenant manquerait un petit peu de piment, si je peux dire. Voilà. Oui. Et alors, j'ai essayé, moi, maintes fois dans notre existence, de lui tirer les vers du nez pour savoir quelle vie elle avait menée pendant cette période-là. Et alors, elle n'a jamais été capable de se souvenir de choses traumatisantes, en fait. qui l'avaient traumatisée. Non. C'était pour elle devenu quelque chose de normal. Et ce que je voudrais dire, c'est que finalement, c'est un curé de sa famille, mais qui s'occupait de sport, de centres de vacances, tout ça, qui est un curé très évolué pour l'époque, qui a décidé un jour, suite aux remarques de son père, qui regrettait quand même bien de l'avoir mis dans cette institution où son avenir était tout tracé comme bonne sœur, ce qui ne semblait pas forcément être ce qu'il avait souhaité pour elle, eh bien, c'est un curé de sa famille qui a décidé de la faire sortir de là 2 ans plus tard. C'est quand même étonnant comme parcours, quoi. Oui, parce que là, il avait une candidate toute tracée, quoi. Ah oui, complètement. Bien modelée, mais à la fois quand dès 7 ans, ou même avant, on vous parle de Jésus, enfin, avec ces leçons de morale comme ça tous les jours, c'est évident qu'au fil des années, ça devient quelque chose de naturel. Finalement, tout à fait. Ça ne vous choque plus, quoi. Oui. Non. Cela va même sérieusement contrarier la suite de notre histoire quand on va se rencontrer, parce que elle sera encore marquée par la religion en 67 quand nous allons nous rencontrer, et cette religion va être un obstacle majeur à notre relation, mais on en parlera plus tard sans doute, parce que j'avais d'autres vues, moi, sur cet aspect de la vie, ayant eu un autre parcours. Autre parcours, voilà.
Et ça, ça montre que la religion a un impact, peut avoir un impact extrêmement important, violent, et même, je dirais même, que Daniel était... C'était sectaire, en fait. C'était même intégriste oui, parce que dans certaines lettres, de la manière dont vous parlez, oui, c'est très sectaire quand même. Ah, complètement. C'était pas gagné, monsieur. Hein. Ah non, pas du tout. Là, vous partiez de loin. Hein. C'est-à-dire que le choix de son futur, de son copain, de sa première relation, j'étais son premier copain, puisqu'elle commençait à sortir. Critère numéro 1. Voilà. Et critère numéro 1, même religion, et catholique, et pratiquant, et allant à la messe tous les dimanches. Et comme ce n'était pas tout à fait mon cas... Vous occupiez votre temps différemment. Voilà. Dès son premier courrier, elle me dit combien elle est... À peine on s'est rencontrés, on s'est quittés. Moi, je lui ai envoyé aussitôt un courrier très favorable. Pour la fille, j'étais fou j'étais vraiment très scotché par cette découverte de cette demoiselle. Mais elle était, je crois, aussi intéressée par ma petite personne. Mais alors tout de suite, elle a mis le haut là en me disant attention. Attention. Parce qu'en fait, on nous disait qu'on était choisis par Dieu, en fait. Alors pour nous, quand on était jeunes comme ça, super, quoi. On est quand même choisis par... Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est de l'embrigadement, quoi. Hein. J'espère que ça a un petit peu... Alors, c'est sûr, dans les écoles privées primaires, aujourd'hui, l'enseignement n'est pas le même. Et j'espère qu'au niveau des collèges, ça a un petit peu changé aussi, parce que... Mais dans ma commune, moi, je faisais partie de la chorale, je faisais du théâtre de patronage, enfin, tout était vraiment... En fait, c'était tout votre quotidien. Tous les aspects de votre quotidien étaient placés sous la religion, depuis quoi. Toute petite, quoi, hein, en fait. Ouais. Et je me souviens, quand on avait des devoirs de catéchisme, là, j'avais toujours des très bonnes notes, ma mère était contente, enfin, et moi, j'étais fière aussi. La bonne élève, bonne élève dans tout, quoi. Oui, dans tout, et surtout en religion, quoi. En religion. Oui. Aux grandes dames de monsieur. Voilà, et tout ça devait conditionner son existence, même quand elle était devenue adulte, hein, quand elle avait 20 ans. Oui. Notre rencontre a été très perturbée par le fait que moi j'étais moins pratiquant qu'elle. J'étais catholique comme tout le monde. Comme beaucoup de monde, la majorité des... Pas trop accro à la religion pour des raisons bien précises qu'on aura peut-être l'occasion d'évoquer plus tard. Mais cela a conditionné nos relations qui ont été perturbées et qui sont d'une complexité. En fait, notre relation d'amour n'a pas été un long fleuve tranquille, quoi. À cause de la religion. À cause de la religion. Bon. Eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin. On va laisser perdurer un petit peu le suspense jusqu'à demain, parce que demain, ça sera votre tour, hein, parce que vous n'avez pas un parcours non plus très commun. Donc, on laisse place à un petit peu de lecture et on se retrouve demain pour la suite de votre histoire. À demain. Daniel et Jean-Claude, courriers oubliés. À ce moment de ma vie, j'ai passé une année de maternelle au Vieux-Cours, établissement scolaire tenu par des religieuses. Comme j'étais gaucher, elles m'attachaient la main gauche, la main du diable, derrière mon banc et m'obligeaient à tenir mon crayon de la main droite, ce qui finissait par me déformer les doigts tant je souffrais pour tenter d'y parvenir. Mon départ dans la vie scolaire en fut probablement très compromis. Autre souvenir de ma petite enfance, nous allions de temps à autre dans une énorme bâtisse avec de grandes fenêtres toutes colorées. Mais plus étonnant, les gens à l'intérieur avaient un comportement très curieux. L'un d'entre eux, déguisé de façon bizarre, parlait très fort, était régulièrement interrompu par plein d'autres gens qui chantaient à tue-tête. Bref, j'assistais à ce spectacle si incompréhensible pour moi. C'est sans doute pourquoi j'en ai gardé le souvenir. C'était mes premiers contacts avec les offices religieuses dans l'église de l'école du Vieux-Cours. Je n'ai pas de mauvais souvenirs de la première partie de ma vie. Tout d'abord à Rennes, puis à Couët-Quidan où mon père fut alors affecté. Cette période de mon enfance
fut heureuse, me semble-t-il. Le camp de Couët-Quidan et ses forêts environnantes étaient pour les gardements que nous étions un immense terrain de jeu. Mais comme ce document est destiné à raconter ma vie amoureuse avec Daniel, en principe pour la suite de mon existence, il me semble que je doive raconter un épisode antérieur de ma vie, non pas que je cherche à la rendre jalouse, c'est déjà fait. Elle ne voit en aucun intérêt à ce que je relate cette histoire d'enfance qui ne l'a pas concernée. Je devais avoir 9 ans, et quelques jours avant la rentrée scolaire, je participais à une séance d'équitation dans un manège avec d'autres enfants du camp, séance encadrée par un cadre noir. Les cadres noirs sont des militaires spécialistes d'équitation formés à l'école de cavalerie de Saumur. Ce genre de séance, appelée je crois reprise d'équitation, consistait à exécuter toutes sortes d'évolutions dans le manège à diverses allures. Les cavaliers, les uns derrière les autres, obéissant aux ordres du maître de manège. Nous avons fait connaissance ce jour avec un nouveau camarade, âgé d'1 an de plus que moi, qui sera très copain avec mon frère aîné. Sa sœur était ce jour-là dans la tribune et assistait à la séance. Pour des raisons inexplicables pour l'enfant que j'étais, je ne pus m'empêcher pendant toute la reprise de la regarder, laissant mon cheval suivre les autres, étant moi-même complètement obnubilé par cette petite fille que je n'avais jamais vue auparavant. Mais phénomène encore plus extraordinaire, cette gamine ne me quitta pas des yeux pendant toute la séance. En fait, nous étions tous les deux scotchés l'un vers l'autre, et pour ma part très émus. Heureusement, ce jour-là, mon cheval devait être très compréhensif car je n'étais pas du tout concentré sur l'activité équestre. En fait, je pense avec le recul que ma monture avait compris ce qui m'arrivait et avait décidé de prendre les choses en charge suivant le déroulement de la séance, sans trop s'occuper de son cavalier quelque peu distrait. Cette petite fille, qui s'appelait Anne, était en fait la fille de la nouvelle institutrice de notre école, et je la retrouvai quelques jours plus tard dans ma classe. Cette année scolaire fut pour moi particulièrement heureuse, tant nous avions plaisir à nous retrouver chaque jour à l'école. Cependant, cela ne s'exprimait jamais par des paroles. Je n'étais pas capable de la moindre initiative pour lui exprimer de quelque façon mon attirance pour elle. Par contre, cette petite Anne réussit chaque jour de cette année scolaire à me faire savoir son affection, et cela d'une façon inédite. Étant la fille de la maîtresse, elle rentrait chaque matin dans la salle de classe avant le début du cours et profitait de ce moment pour mettre dans le casier de ma table un tout petit mot d'amour avec un petit dessin, toujours accompagné d'une friandise, bonbon, chocolat. Je découvrais donc chaque matin son petit mot que je lisais en douce. Pas question d'être prise en faute. Rougissant de la hardiesse des propos écrits par ma petite copine et dégustant discrètement sa friandise du jour en lui adressant un sourire reconnaissant. Ce manège dura toute l'année scolaire pour mon plus grand bonheur, et pour le sien aussi, je suppose. Cette façon de nous exprimer notre sentiment l'un pour l'autre nous suffisait. Cette connivence était notre secret. Enfin, pas complètement. Nos camarades de classe avaient perçu ce sentiment particulier qui nous rapprochait tous les deux, mais pas une seule fois nous ne fûmes victimes de remarques ou moqueries. Il me semble que cet état particulier qui était le nôtre était respecté par nos camarades. Ma mère aussi savait notre secret. Elle retrouvait parfois ces petits messages d'amour oubliés dans la poche de mon pantalon et me les mettait alors bien en évidence sur mon oreiller pour me faire savoir qu'elle était informée, mais sans chercher à en savoir plus. Je me suis parfois posé la question de savoir ce que serait devenue notre liaison enfantine si la suite de notre jeunesse nous avait permis de grandir ensemble. Serions-nous restés amoureux, puis fiancés, enfin mariés ? Impossible de répondre à cette interrogation, mais mon sentiment est que cela aurait bien pu arriver, tellement nous étions déjà proches l'un de l'autre à 9 ans. Dans ce cas, il n'y aurait pas eu Daniel dans ma vie.
et l'histoire qui va suivre n'aurait pas existé. C'est pourquoi il me faut en terminer avec l'épisode Anne, avant d'enchaîner sur la suite de mon existence. Notons cependant que cette Chippie est probablement la principale responsable de mon addiction au chocolat et aux sucreries, conséquence de ce gavage quotidien bien agréable qu'elle m'a fait subir pendant cette période heureuse qui prit fin malheureusement trop vite. En effet, mes parents, qui avaient déjà 5 enfants à charge à l'époque, eurent la possibilité d'inscrire Serge, mon frère aîné, et moi-même pour le concours d'entrée aux écoles d'enfants de troupe. Je passais donc cette épreuve comme un simple challenge, sans imaginer que ma réussite au concours pour l'entrée en 6e à l'école d'enfants de troupe des Andelys, pour moi, à l'autre bout du monde, allait être la fin de cette période si heureuse de mon enfance. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mère, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sarzeau. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.